Bonsoir mes amis. La souffrance psychique qu'on peut tous vivre aujourd'hui n'est pas tombée du ciel. Ces causes ne sont pas seulement individuelles, je veux dire que cette souffrance ne vient pas seulement de nous-mêmes, elle est aussi l'écho d'un mouvement beaucoup plus large qui traverse les siècles. L'angoisse de ne pas être à la hauteur, la fatigue psychique, la perte de sens au travail, ce ne sont pas que des accidents isolés. Ce sont aussi les manifestations contemporaines d'un même fil historique, les contradictions du capitalisme, qui se succèdent d'époque en époque et qui, chaque fois, pénètrent jusque dans notre psychisme. Autrement dit, nos souffrances intimes sont les héritières d'une longue histoire collective, façonnée par l'économie et les rapports sociaux. Ce soir, et dans cette nouvelle série, je vous propose de prolonger le chemin qu'on avait commencé avec Karl Marx, quand on avait découvert sa manière de penser l'histoire à travers les modes de production. Cette nouvelle série ne sera pas un cours d'économie, mais plutôt une démarche pour mieux comprendre comment un système économique et social conditionne notre psychisme, comment il organise nos vies, comment il s'inscrit en nous. Je veux dire comment il façonne nos pensées, nos émotions, nos blessures et laisse des traces profondes dans notre intériorité. Parce que la forme sociale et économique que prend une société nous structure. Parfois, elle nous soutient, parfois, elle nous brise. Cette forme sociale et économique de la société devient le moule silencieux d'une certaine manière de vivre avec notre temps, de vivre avec les autres, et même de penser, et de se regarder soi-même. Cette nouvelle série prolonge aussi celle déjà consacrée à Hegel sur cette chaîne, sur la phénoménologie de l'esprit, la raison dans l'histoire et la science de la logique. Chez Hegel, on avait vu que l'histoire n'est pas une suite d'événements mis bout à bout. L'histoire est rationnelle. Elle est le déploiement progressif d'un concept, celui de la liberté. Une liberté qui se réalise, qui se comprend elle-même et qui finit par devenir consciente d'elle-même par le biais de la conscience humaine. C'est ce qu'on a vu sur la chaîne. Autrement dit, chez Hegel, l'histoire est le chemin de prise de conscience progressive par l'humanité de cette liberté qui est en train de se réaliser. On a aussi vu sur cette chaîne que Marx s'inscrit dans la continuité de Hegel. Je veux dire qu'il reprend la logique dialectique hegelienne, mais il la déplace, il la renverse en changeant son point de départ. Pour comprendre l'histoire, Marx ne part pas des concepts purs et spirituels propres à Hegel, mais des conditions matérielles d'existence. Et pour être encore plus juste, Marx part des modes de production, c'est-à-dire la manière dont une société produit, échange, organise le travail et répartit les ressources. À chaque époque, un certain mode de production domine. Mais ce mode de production, comme tout ce qui vit et comme tout concept, porte en lui ses propres contradictions. Et quand ces contradictions internes deviennent intenables, elles mènent à une transformation, parfois lente, parfois brutale. C'est ce que Hegel et Marx appellent le dépassement dialectique. Le moment où une forme évolue en se dépassant, pour donner naissance à une autre forme qui reprend une part de l'ancienne tout en la transformant. Notons aussi que le mode de production porte déjà en germe les conditions de sa propre transformation. Comme une graine
contient déjà l'arbre qu'elle deviendra, même si cet arbre prend parfois des détours inattendus. Mais avant de se lancer dans cette vidéo et dans cette série, il faut d'abord prendre un moment pour définir ce qu'on appelle capitalisme, pour bien comprendre de quoi on parle. Le capitalisme est un mode de production. Je veux dire une façon dont une société produit des biens, organise le travail et répartit les ressources. Le mode de production capitaliste est fondé sur la propriété privée des moyens de production, sur le travail salarié généralisé et sur la recherche du profit à travers l'extraction de la plus-value. 3 précisions essentielles pour bien comprendre. Première précision. Par moyen de production, je veux dire la terre, les machines, les outils, les bâtiments, les ressources. Ce sont tous les éléments matériels qui permettent de produire et qui, dans le capitalisme, deviennent propriété privée d'un petit nombre. Et notez que ces moyens de production font partie de ce qu'on appelle les forces productives. On reviendra plus tard sur cette notion. Deuxième précision. Par travail salarié généralisé, je veux dire que la force de travail, l'énergie du travailleur, devient une marchandise que le travailleur doit vendre sur le marché pour vivre. Troisième précision. Par plus-value, je veux dire la valeur créée par le travail d'un salarié, valeur qui excède le salaire que le travailleur reçoit et que le capitaliste, c'est-à-dire le propriétaire des moyens de production, garde pour lui comme profit. Au fil des siècles, le capitalisme, ou mode de production capitaliste, a connu plusieurs phases historiques et pris plusieurs formes successives qu'on va étudier. Ces formes conservent la même logique de base, les 3 points que je viens d'énoncer, mais ces formes se concrétisent différemment selon les époques. Et maintenant, le cœur de cette série de vidéos. Chaque phase historique du capitalisme produit, à sa manière, un certain lien au monde, une manière de travailler, d'organiser notre vie, de penser et même de se représenter soi-même. Chaque phase historique du capitalisme façonne des affects, des angoisses, des désirs, des formes de souffrance psychique qui traversent les générations sous des visages sans cesse renouvelés. À chaque phase, quelque chose se transforme dans l'économie et quelque chose change en nous. Ce que je vous propose tout au long de cette série, c'est une traversée de certains grands moments où le capitalisme a changé de visage et où on a nous-mêmes changé avec lui. Cette étude n'est pas là pour juger ou condamner, mais seulement pour comprendre. Et pour aussi, je l'espère, retrouver un peu de lucidité dans les malaises contemporains. Parce que, encore une fois, ce que beaucoup d'entre nous vivent aujourd'hui, la perte de sens, la fatigue psychique, l'angoisse de ne pas être à la hauteur, la dépression, ne tombent pas du ciel. Ces souffrances sont les héritières d'une longue histoire. Elles sont les métamorphoses d'anciennes tensions, nées des contradictions internes au mode de production. Ce soir, on va tracer ce lien ensemble, celui entre les contradictions internes du capitalisme qui traversent les siècles
et les mouvements intimes et historiques de notre intériorité. D'abord, on va faire quelques rappels pour poser les fondements de cette série. On rappellera ce que Marx appelle un mode de production. Puis on découvrira ce qu'il nomme les contradictions internes de ces modes de production. Pour lui, ce sont ces contradictions qui font avancer l'histoire, en provoquant des ruptures, des conflits, des dépassements. Dans ces rappels, on parcourra aussi les 4 grandes phases historiques du capitalisme, depuis la naissance du capitalisme jusqu'à ses formes les plus contemporaines, afin de poser le cadre historique du lien entre l'économie, l'organisation sociale et notre intériorité, lien qu'on va étudier dans cette série. Ça sera l'occasion de rappeler les objectifs de ce travail, comprendre les tensions internes et historiques du capitalisme pour mieux saisir ses effets sur la psyché, et peut-être apporter un peu de clarté sur les malaises contemporains que beaucoup d'entre nous vivent aujourd'hui. On prendra ensuite le temps de présenter les principales références qui ont motivé cette étude. Le Capital et les manuscrits de 1844 de Karl Marx notamment, mais aussi l'œuvre de Friedrich Engels, La situation de la classe ouvrière en Angleterre. Ce texte, Engels l'a écrit après avoir vécu 2 ans à Manchester, en plein cœur de l'Angleterre industrielle du XIXe siècle. Il a vu de ses propres yeux la misère des ouvriers du textile, leurs conditions de vie et de travail extrêmement difficiles. Ce texte est un témoignage direct, un cri face à ce qu'il observait. Une autre motivation de ce travail, c'est mon vécu personnel et même familial, parce que mes propres expériences, mes observations dans le monde du travail et ce que ma famille a pu vivre, son histoire, ont également nourri cette réflexion. Ce travail est aussi une traversée en partie liée à mon vécu et mon intimité. Dans les vidéos à venir de cette série, on plongera dans ce que j'introduis ce soir. Comment certaines contradictions internes du capitalisme, à chaque grande phase de son développement, ne sont pas seulement des réalités économiques, mais deviennent aussi des souffrances psychiques. Dans ces prochaines vidéos, on verra comment, d'époque en époque, ces contradictions étudiées s'inscrivent dans nos vies, en produisant des formes de souffrance spécifiques propres à chaque temps. Arrachement, peur, fatigue, sentiment de vide, autant de marques intérieures qui accompagnent l'histoire du capitalisme. Si vous souhaitez mieux comprendre l'esprit de cette démarche, vous pouvez aussi regarder la vidéo « Une introduction à la pensée de Marx ». Mais vous pouvez tout aussi bien commencer par cette nouvelle série qui débute ce soir. Vous ne serez pas perdu. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je voudrais qu'on prenne un moment pour poser les bases. 3 rappels essentiels. 3 notions simples mais fondamentales pour bien comprendre ce qu'on va explorer ensemble dans cette série qui commence ce soir. Quand Marx parle de mode de production, il ne pense pas seulement à un procédé technique pour fabriquer des objets. Un mode de production, c'est bien plus large. C'est aussi ce qui organise toute une société. Un mode de production repose sur 2 grands piliers. D'un côté, les forces productives, c'est tout ce qui permet concrètement de produire, les outils, les techniques, les machines,
mais aussi le savoir, les connaissances scientifiques, et bien sûr la force de travail des hommes et des femmes, et de l'autre, les rapports de production. Ce sont les rapports sociaux qui organisent les relations autour de ces forces productives, et surtout leurs propriétés. Autrement dit, qui possède quoi? Qui commande? Qui exécute? Qui bénéficie du fruit du travail? Et qui en est exclu? Pour prendre un exemple simple, dans le monde féodal, les forces productives étaient quelques outils agricoles, mais aussi le travail manuel des paysans et la connaissance de la terre. Et les rapports de production portaient sur les questions qui possédait les terres, qui devait travailler pour qui, et quels étaient les liens de dépendance entre seigneurs et paysans. C'est ce couple, force productive et rapport de production, qui constitue un mode de production. Et c'est, selon Marx, le cœur de toute société. La base matérielle qui détermine ensuite les conditions matérielles d'existence, je veux dire le quotidien réel des gens, et la superstructure, c'est-à-dire l'idéologie, la culture, le droit, la politique, etc. Mais quand les forces productives évoluent, par exemple avec l'invention d'outils plus efficaces, de nouvelles machines ou de nouvelles technologies, elles entrent souvent en contradiction avec les rapports de production déjà en place. Ces rapports de production deviennent alors trop limités, trop rigides. Ils finissent par bloquer, par étouffer les nouvelles forces productives. Et c'est souvent de cette tension que naît la transformation future. Et donc, un mode de production, ce n'est pas seulement un cadre économique, c'est aussi une manière d'habiter le monde, de travailler, de s'organiser, de se représenter soi-même et de se représenter les autres. Le mode de production est la matrice qui structure à la fois la société et la vie intérieure. Et c'est pour cette raison qu'on commence par ce rappel. Parce que si on veut comprendre pourquoi les souffrances psychiques d'aujourd'hui s'inscrivent dans une histoire plus vaste que nos seules histoires individuelles, il faut d'abord comprendre qu'on ne vit pas dans le vide. On vit dans un mode de production, le mode de production capitaliste. Et ce mode de production nous façonne jusque dans le psychisme. Après avoir rappelé ce qu'est un mode de production, il faut passer à un autre point clé chez Marx, les contradictions internes. Parce que pour lui, l'histoire n'avance pas toute seule. L'histoire n'avance pas parce que des individus ont de grandes idées, ou parce qu'un roi ou un président décide de quelque chose. L'histoire avance parce que chaque mode de production porte en lui des tensions, des contradictions, et que tôt ou tard, ces contradictions éclatent. Qu'est-ce que ça veut dire, une contradiction interne? C'est quand deux forces coexistent dans un même système, mais qu'elles s'opposent. Et paradoxalement, c'est ce conflit qui fait avancer le système dans son développement. La contradiction interne, c'est donc la dynamique même du système. C'est le moteur de l'histoire. Un exemple simple, pour que ça soit clair. Prenons la révolution industrielle. Les machines représentent un progrès immense. Elles multiplient la production, mais en même temps, elles écrasent les ouvriers sous un rythme mécanique. Elles les transforment en rouages. C'est une contradiction. Progrès technique destiné au collectif d'un côté,
souffrance individuelle marquée qui se généralise de l'autre. Et c'est ce conflit, ce tiraillement qui alimente les luttes sociales, les révoltes et les révolutions, et qui pousse le système à évoluer, parce que tout ça finit par exploser. D'autres exemples de contradictions internes au mode de production capitaliste. Accumulation des richesses d'un côté et appauvrissement d'une masse énorme de travailleurs de l'autre. Ou encore liberté d'acheter d'un côté et dépendance absolue au salariat de l'autre. Et ces tensions ne restent pas dans les livres d'histoire ou dans les usines. Elles s'impriment dans nos vies, dans le psychisme. Elles produisent des tensions subjectives. Par exemple, d'un côté, être libre de vendre sa force de travail sur le marché économique, mais de l'autre, être contraint de le faire, parce qu'il n'y a pas d'alternative. C'est une liberté qui, au fond, se vit comme une obligation. Et ça laisse des traces. De l'angoisse, du vide, une fatigue sourde et un sentiment d'aliénation. Je veux dire un sentiment de ne pas être vraiment soi dans ses propres actes. Et il est là l'apport fondamental de Marx. Montrer que l'histoire n'avance pas par harmonie, mais par contradiction interne. Et ces contradictions ne restent pas à l'usine et en dehors de nous. Elles se répercutent sur nous et en nous. Elles produisent des affects, des blessures intérieures, des formes de souffrance psychique qui sont en réalité l'écho intime de tensions historiques et sociales qui nous dépassent. Il faut aussi rappeler que le mode de production capitaliste n'est pas un système figé. C'est une réalité historique, mais qu'on peut saisir comme un concept au sens hegelien. Un concept qui se déploie dans le temps, qui a traversé des étapes et qui a changé de forme au fil des siècles. Et à chaque étape, on retrouve le même moteur, des contradictions internes, qui le propulsent dans son déploiement. On peut distinguer 4 grandes phases du capitalisme. La première phase, c'est la naissance du capitalisme, qui s'appuie sur ce qu'on appelle l'accumulation primitive du capital. Elle s'amorce dès la fin du Moyen Âge, mais elle prend toute son ampleur, surtout à l'époque moderne, entre le XVIe et le XVIIe siècle. On sort du monde féodal. Les terres communes sont privatisées. Les paysans expropriés doivent vendre leur force de travail, tandis que le commerce et la circulation de l'argent s'étendent à grande échelle. Quand je dis que les paysans sont expropriés, je veux dire qu'on leur retire l'usage des terres qu'ils cultivaient depuis toujours. Les champs, les pâturages, les forêts communales. Ils n'ont plus de quoi vivre par eux-mêmes. Et donc, ils se retrouvent obligés de vendre leur force de travail pour survivre. Et déjà là, une tension apparaît. D'un côté, la promesse d'ouverture et de liberté marchande, et de l'autre, une dépossession massive, une dépendance vitale à l'argent et au rapport marchand. La deuxième phase, c'est le capitalisme industriel, celui qui prend son essor à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre et qui domine tout le XIXe siècle, avec la machine, la fabrique, la production de masse. Et là encore, une contradiction saute aux yeux. D'un côté, une puissance technique et scientifique inédite,
la promesse du progrès pour tous, et de l'autre, l'exploitation brutale, la misère ouvrière, des vies humaines broyées par le travail morcelé, répétitif, rythmé par la machine. C'est la grande époque de l'usine, des masses ouvrières concentrées dans les villes et aussi de l'exploitation la plus visible. Engels, dans son livre « La situation de la classe ouvrière en Angleterre », décrit Manchester comme une ville où les ouvriers vivaient tassés dans des taudis, entourés de boue et de fumée, travaillant 12 heures par jour pour à peine survivre. L'usine promettait le progrès collectif, mais finalement au prix de l'écrasement individuel. La troisième phase, c'est le capitalisme avancé et mondialisé, celui du XXe siècle. Les marchés deviennent internationaux. La consommation de masse explose. Mais ici encore, une contradiction est nette. D'un côté, l'abondance, la démocratisation de biens matériels, du moins pour ceux qui peuvent se les offrir, le confort des foyers modernes, l'arrivée du frigo, de la voiture, de la télévision, et de l'autre, une uniformisation des modes de vie, une standardisation culturelle, et surtout la réduction de l'existence à la consommation. Cette troisième phase du capitalisme est donc aussi celle d'une dépendance accrue au salariat et celle d'un vide intérieur que rien ne parvient vraiment à combler. Et ce vide intérieur n'est pas seulement un effet secondaire du capitalisme. Ce vide intérieur devient lui-même une ressource pour le système. Parce que le capitalisme avancé a trouvé une force redoutable, transformer le manque en marché. On fabrique l'insatisfaction de ce qu'on est et de ce qu'on a pour vendre un régime, pour vendre un voyage ou un nouvel objet. On renouvelle la mode chaque saison pour entretenir artificiellement un besoin. On associe la consommation au bonheur, à l'amour, à la réussite sociale, comme si chaque achat pouvait combler le vide en nous. La société de consommation promet l'épanouissement, mais en réalité, elle repose sur une mécanique de manque perpétuel. Un manque que le capitalisme entretient et exploite pour nourrir son propre mouvement dialectique. Progressivement, au fil du XXe siècle, le système devient aussi capable d'intégrer la critique qui le vise et de l'exploiter pour prolonger son déploiement. Mieux encore, le système intègre aussi sa propre critique. Il devient lui-même l'objet de sa propre réflexion. Pour ces deux raisons, je veux dire répondre au manque qu'il crée et exploiter la critique qui le vise tout autant que sa propre critique, le mode de production capitaliste devient réflexif, au sens hegelien du terme. Le capitalisme ne se contente plus de répondre ponctuellement à des crises comme au XIXe siècle. Désormais, il transforme le manque et l'insatisfaction qu'il crée en moteur permanent de son propre mouvement dialectique. Et c'est avec la société de consommation, via la pub, la mode, le marché du manque, que cette réflexivité devient systématique, organisée, au cœur même du fonctionnement du système.
La quatrième phase, c'est celle de notre époque. Le capitalisme numérique et automatisé. Les grandes plateformes organisent nos vies. Nos données sont captées et exploitées. Et de plus en plus de tâches sont réalisées par les algorithmes et les machines. Il y a là une contradiction frappante. D'un côté, la promesse d'autonomie, d'innovation, d'un monde connecté où chacun peut créer, apprendre, se relier au reste du globe, et encore pour ceux qui ont les moyens de s'offrir ces services. Et de l'autre, une réalité de surveillance, de précarité, d'exclusion aussi, et une solitude amplifiée par des liens qui ne sont pas des liens derrière l'écran. Il y a aussi une inquiétude profonde. Que devient l'humain, économiquement et spirituellement, quand la machine et l'intelligence artificielle prennent de plus en plus de place dans ses décisions et dans son travail? Cette phase produit une souffrance nouvelle, mais très précise. La fatigue psychique. Être sans cesse sollicité, être sans cesse comparé, évalué, noté par les entreprises et par des systèmes qu'on ne contrôle pas. On se sent à la fois indispensable parce que le système a besoin de nos clics, de notre attention, de notre concentration, de notre force de travail et de nos données, est totalement remplaçable. Parce qu'un autre profit, une autre machine, un autre algorithme peut immédiatement nous remplacer. Mais surtout, comme pour la phase précédente, cette fatigue n'est pas seulement un effet secondaire. Cette fatigue devient une ressource pour le système capitaliste lui-même. Le capitalisme numérique recycle la souffrance. On nous épuise avec la connexion permanente, puis on nous vend des applications de méditation pour décrocher. On nous enferme dans une compétition incessante, puis on nous vend des formations en ligne pour performer. On nous isole derrière des écrans, puis on nous vend des réseaux sociaux pour recréer du lien. Autrement dit, le système ne fait pas que produire la souffrance, il la recycle. On est fatigué, on est stressé, on est isolé et il exploite ces souffrances pour créer de nouveaux marchés. N'oublions pas ce point essentiel. Dans son histoire, le capitalisme est devenu réflexif. Il en est venu à se penser lui-même, à réfléchir sur son propre fonctionnement, par le biais de la conscience humaine et collective, par le biais des institutions qu'il a créées, entreprises, plateformes et même certains services publics qui analysent les effets qu'ils génèrent et qui les exploitent aussitôt. Le capitalisme produit de la souffrance et il répond à cette souffrance pour entretenir son propre mouvement dialectique. Autrement dit, il vend des solutions aux problèmes qu'il engendre. Et en ce sens, on peut dire que, du point de vue hegelien, le capitalisme est devenu, au fil des siècles, conscient de lui-même. Un mouvement dialectique qui s'auto-alimente, qui absorbe même ce qui devait être sa critique et qui s'en nourrit pour prolonger son propre déploiement. À chaque époque, les pathologies psychiques changent de visage. Mais en réalité, elles trouvent souvent leur origine dans une certaine manière de produire
et d'organiser cette production et dans des relations humaines hiérarchisées qui se tissent autour de cette organisation. Cette manière de produire et ces rapports humains structurés par la hiérarchie engendrent en chacun de nous une forme particulière de subjectivité. Je veux dire un certain rapport à soi et un certain rapport à autrui. Une manière de produire qui produit donc des objets et des marchandises, mais qui produit aussi une sensibilité dominante en nous. C'est pourquoi on verra non seulement certaines contradictions internes au mode de production capitaliste, mais surtout des formes de souffrance psychique que ces contradictions ont pu faire naître. Parmi ces souffrances psychiques, on retrouvera le sentiment d'aliénation, je veux dire être séparé de soi, du sens de ses actes, le vide intérieur, même quand on est entouré et en activité, vide intérieur qu'on a aussi abordé sur cette chaîne, dans notre série sur la littérature russe. La suradaptation, je veux dire devoir se conformer à des exigences qui ne viennent pas de nous et surtout qui sont en profond désaccord avec nous-mêmes. La fatigue chronique, parfois sans cause visible. La perte de sens, quand par exemple on ne voit pas la continuité et la finalité de notre travail, ou l'impression que tout est mécanique, qu'on est tous interchangeables, ce qui impacte aussi l'estime qu'on se donne à nous-mêmes, et bien d'autres effets, tout aussi graves. Ce n'est pas un hasard si la psychanalyse, la psychiatrie ou même le développement personnel sont nés et se sont développés dans les sociétés modernes, à partir de l'ère industrielle. Ces disciplines de la psyché sont aussi des réponses aux effets nocifs et destructeurs du monde économique et social sur les subjectivités. Ces disciplines tentent en quelque sorte de réparer ce que l'organisation du travail et des rapports sociaux a pu fissurer en nous. Mais ces disciplines de la psyché ont aussi, peu à peu, été intégrées, comme absorbées au déploiement même du capitalisme. Je veux dire par là que, peu à peu, et surtout dans les phases les plus récentes du capitalisme, ces disciplines ont été récupérées par le système, comme outil d'adaptation. Je pense à ces thérapies brèves pour tenir, pour continuer à fonctionner et à avancer dans son travail, même dans des environnements de travail profondément toxiques, sans en interroger les causes. Comme objet marchand, le coaching de performance, les applications bien-être, les thérapies standardisées, tout ça devient au final un produit comme un autre. Et comme nouveau marché, le secteur du bien-être, du développement personnel, de la santé mentale est devenu aujourd'hui un secteur rentable, structuré, avec ses offres, avec ses promesses et ses profits. Les institutions et les entreprises ont aussi appris à tenir compte de la dimension psychique du travail. On a vu apparaître une médecine du travail plus attentive aux souffrances mentales, mais aussi des cellules d'écoute, ainsi que des politiques de prévention du burn-out, ou bien des dispositifs de bien-être au travail. J'en sais quelque chose, puisque moi-même, dans ma précédente vie professionnelle, j'ai été amené à jouer ce rôle au cours de mes dernières années en entreprise. J'étais un référent bien-être, un appui pour mes collègues. Mon rôle était d'écouter, de comprendre leurs difficultés et parfois, quand c'était possible, de les orienter
vers des solutions internes à l'entreprise. Et donc, d'une certaine manière, je participais moi aussi à cette tentative d'adoucir les effets psychiques de l'organisation du travail. Mais il faut rester lucide. Ces dispositifs ne transforment pas en profondeur le système. Ils ne font que lisser ses effets. Ils compensent, ils réparent en surface ce que le système produit intrinsèquement chez les travailleurs. Et c'est pourquoi, aujourd'hui encore, il me semble nécessaire de remonter à la racine. Non pas seulement soigner, mais de comprendre les causes réelles. Et ce que je viens de dire à propos de l'intégration progressive des disciplines de la psyché dans la logique de production capitaliste, c'est aussi vrai pour le divertissement. Le divertissement dans nos sociétés joue souvent un rôle de pansement. Il vient soulager, compenser, distraire, atténuer un peu la souffrance que le système lui-même a pu engendrer. Mais au fond, le divertissement détourne aussi notre attention de cette souffrance. Il nous aide à l'oublier un moment, mais rarement à la regarder vraiment en face. Le divertissement, lui aussi, a peu à peu été intégré dans le monde de l'entreprise. Je pense par exemple aux événements de cohésion, au team building, aux after-work, à tous ces moments censés créer du lien entre collègues, apaiser les tensions, renforcer l'engagement, mais qui s'intègrent souvent à la logique de productivité comme élément d'une stratégie de cohésion. Ce qui relève du loisir devient finalement un levier de gestion, un outil d'optimisation pour le capitalisme lui-même. C'est une des grandes forces du capitalisme contemporain. Il sait exploiter ce qui aurait pu lui résister. Il transforme en ressources ce qui aurait pu être un frein à son déploiement. Il crée de nouveaux marchés, mais sans jamais transformer en profondeur ce qui en lui engendre ses souffrances. Ce qui a motivé ce travail, c'est principalement les séries présentées sur cette chaîne, sur les œuvres de Hegel, vos propres retours également, mais aussi deux grandes œuvres de Karl Marx, qui, à première vue, semblent très différentes, mais qui permettent d'éclairer à la fois la logique des transformations historiques et les effets psychiques que ces transformations produisent. La première œuvre, c'est le Capital. C'est le grand ouvrage théorique de Marx, commencé dans les années 1860, et dans lequel il analyse en profondeur le fonctionnement du capitalisme industriel de son époque. Dans cet ouvrage, Marx explore les mécanismes économiques fondamentaux du capital, la valeur, la plus-value, la logique d'accumulation. C'est un texte complexe, rigoureux, chirurgical, souvent difficile d'accès, mais qui permet de comprendre en profondeur comment le mode de production capitaliste fonctionne comme concept. Et surtout, le Capital montre que ce système capitaliste repose sur des contradictions internes, qui renforcent peu à peu son instabilité. Je veux dire qui nourrissent à la fois son expansion et les crises qui le traversent. Mais à côté de ce grand texte théorique, il existe aussi une autre œuvre de Marx plus courte, plus intime, plus sensible. Ce sont les manuscrits de 1844. Rédigé 20 ans plus tôt, ce texte contient une analyse du travail aliéné. Je veux dire une analyse du lien intime entre l'homme et son activité, entre la conscience de soi, le travail et le monde social. Ce texte est touchant, parce qu'on y découvre un Marx très humain,
qui montre comment un certain mode de production peut déchirer l'individu, le séparer de lui-même et du monde, des autres. L'homme devient étranger à lui-même. Et c'est cette idée d'aliénation, de l'homme coupé de lui-même par son propre travail, qui est aussi au cœur de ce que je souhaite partager dans cette série. Et donc, d'un côté, il y a le capital, pour comprendre la loi du mouvement dialectique du capitalisme, sa logique froide, ses contradictions internes et ce qui le pousse à se déployer. Et de l'autre, il y a les manuscrits de 1844, pour sentir et comprendre ce que ce mouvement produit à l'intérieur des êtres humains. Solitude, vide, aliénation, souffrance. Ces deux textes ne disent pas tout, ils ont leur propre cadre et leurs propres limites, mais ensemble, ils offrent un socle puissant, une véritable rampe de lancement, à la fois théorique et sensible, pour explorer ce lien que j'essaye de tracer ici. Le lien entre le mode de production capitaliste et notre psychisme, notre expérience intérieure. Il y a aussi un autre texte qui a compté dans cette réflexion. La situation de la classe ouvrière en Angleterre, écrit par Engels après 2 ans passés à Manchester, en plein cœur de l'industrialisation. Je ne prétends pas avoir tout compris de ces œuvres, ni d'Engels, ni de Marx, mais leur puissance, leur lucidité, leur capacité à dévoiler l'envers du décor, c'est en partie ça qui m'a poussé à réfléchir à ce lien entre capitalisme et souffrance psychique. Je précise aussi que ce que je vous partage va au-delà de ces ouvrages. Cette série s'inscrit dans une lecture élargie, actualisée de ce qui a été exposé dans le passé. Une lecture qui cherche à comprendre comment le capitalisme d'aujourd'hui, numérique, mondialisé, automatisé, continue de transformer le rapport des individus au travail, le rapport des individus au temps, aux autres et à eux-mêmes. Je me suis également appuyé sur d'autres penseurs et critiques de la sociologie, la philosophie, la psychologie, la psychanalyse, mais toujours dans cette double optique. Comprendre la structure et comprendre les effets vécus. Ce que je vais partager sur les phases modernes du capitalisme, je le tire aussi de mon propre parcours, de mes 16 années en entreprise, plongé dans des environnements structurés par cette logique de production. Mais aussi de mon histoire familiale, de mes parents et de ce que j'ai pu observer ou ressentir autour de moi. Vous trouverez d'ailleurs sur cette chaîne des vidéos témoignages où je parle plus directement de mon vécu familial. Je me suis également appuyé sur les accompagnements que je propose aujourd'hui. La souffrance psychologique prend aussi racine dans des causes plus larges, l'histoire familiale, mais aussi l'organisation sociale. En fait, ces souffrances ne sont pas toujours des blessures intérieures isolées. Je pense aussi aux longues discussions passées entre amis. Je pense aussi à toutes mes lectures, à toutes les vidéos, à tous les contenus que j'ai explorés au fil des ans. Ce travail est aussi le fruit de cette traversée. Alors bien sûr, je ne vais pas citer mes sources à chaque instant, ni préciser d'où vient telle ou telle idée. Ça serait trop lourd, et pour être honnête, je m'en souviendrai pas toujours. Et surtout, je vous invite à réaliser ce travail par vous-même, à vérifier, à creuser, à contester ce que je vous restitue, parce que je ne possède pas la vérité. La vérité se construit ensemble, dans le dialogue, dans la confrontation honnête et objective des points de vue.
Et puis il y a autre chose. Une vidéo peut être claire, articulée, réfléchie et malgré tout contenir des imprécisions, contenir des généralisations trop rapides, des simplifications trop marquées ou même des oublis. Je compte donc sur vous pour compléter mon travail, pour l'enrichir, pour le replacer dans un contexte plus large si besoin. Mes propos sur cette chaîne ne sont jamais figés, ni absolus. Ils sont là pour évoluer. Le capitalisme, depuis ses débuts, n'avance jamais de manière lisse et tranquille. Il avance par contradiction. À chaque cycle de son développement, une tension interne surgit et le lance dans son déploiement. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces contradictions ne restent pas à l'extérieur, dans les usines, les banques ou les relations économiques. Elles traversent nos vies, elles traversent notre psychisme, elles deviennent des tensions intérieures qui nourrissent nos désirs, nos angoisses, nos souffrances. Dans les prochaines vidéos à venir, on va donc parcourir 4 grandes phases du capitalisme, de l'accumulation primitive jusqu'au capitalisme numérique d'aujourd'hui. Et pour chacune de ces étapes, on verra comment certaines contradictions de l'époque, 2 ou 3 par phase, se traduisent en souffrances psychiques spécifiques. Arrachement, déshumanisation, vide, fatigue, des blessures intimes qui ne sont pas des accidents isolés, mais qui sont l'écho direct du mode de production capitaliste qui organise nos vies.